Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nos très chers followers de Politique na Presse. Bienvenue à notre nouveau numéro de ce 1er juillet 2019. Et nous sommes très contents de vous retrouver dans votre émission que nous disons tous les jours être là pour analyser l'info avec vous, décrypter l'info avec vous et surtout avoir un peu plus de clarté autour des questions qui surgissent chaque jour au pays. Aujourd'hui, moi, votre serviteur de la nouvelle génération consciente, Arnold Kazadi, vous donne l'occasion d'essayer un peu de parler encore de cet événement récent. La dernière fois, c'était le vendredi, on avait essayé un peu de nous amener tous sur la réflexion autour de notre indépendance. Les 30 juin, jour de notre indépendance. Le Congo, il y a même quelqu'un qui m'a sorti quelque chose de très efficace. C'est que le Congo a été mal géré. En tout cas, mal géré, pas que depuis 60, mais c'est depuis 1985. C'est-à-dire, depuis 1985, Léopold II a pris ce pays comme sa propriété personnelle. Il a mal géré. On arrive encore autour, si je ne m'abuse, autour de 1918 ou 22, autour de cela, entre 1918 ou 22, il y a maintenant là le Congo qui passe à l'État belge. Et à l'État belge, encore les Belges ont mal géré encore le pays. Nous arrivons en 1960, nous avons l'indépendance, encore des problèmes. 65 avec Mobutu, encore des problèmes. Nous arrivons à 98, là notre musée Laurent-Désiré Kabila essaye de bouger les choses, mais la politique était un peu trop impulsive, encore mal gérer les choses. Nous sommes dans ces catastrophes de 2001, et là encore, nous avons pris le pays, c'est-à-dire nous sommes passés dans une période où, en tout cas, on s'est effacé petit à petit au nom de l'État. C'est-à-dire que ce n'était plus presque l'État. Bon, aujourd'hui, notre pays a connu sa première alternance, premier 30 juin de l'alternance, c'était cette année. Le chef de l'État l'a voulu dans la méditation. Il est parti à Lituri pour parler, disons, pour être avec cette population qui s'endeuille de plus en plus. Alors, il a été demandé la méditation. Aujourd'hui, pour cette méditation, je ne parlerai pas seul. Nous serons là avec un autre compatriote, une autre tête penseuse qui va nous aider aussi ensemble, tous à voir un peu comment bénéficier de notre indépendance. Et comment bénéficier de notre indépendance, comment être réellement indépendant. Je crois que comment les jeunes peuvent se prendre aussi en charge pour cette indépendance. Parce que le pasteur Godin Poye, président de l'Assemblée provinciale, a dit que notre pays était indépendant en 1960, mais depuis lors jusqu'à aujourd'hui, économiquement, nous n'avons jamais été indépendants. On est trop dépendants parce que dès que seulement les matières premières diminuent de prix, l'économie, notre budget tombe. Dès que les matières premières montent, tout ça parce que nous comptons que sur de l'or, tout ça, mais est-ce que c'est la seule richesse qu'on peut exploiter au Congo? Alors j'appelle je vais vous montrer aussi notre disons, colistier de ce numéro, monsieur Esdras Ilunga. Et alors, je lui passe aussi, bon, qu'il se présente, disons qu'il vous salue aussi à son tour. Monsieur Esdras, bienvenue dans notre plateau des Politiques na Presse. Merci. Je profite aussi également de saluer à tous ces gens qui nous suivent en ce moment, les patriotes, les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. En ce qui me concerne, monsieur Arnold, comme vous venez de le développer un tout petit peu, et moi j'ai en quelque sorte des sentiments de regret. Parce que pourquoi? Premièrement, ce qui s'est passé par exemple le 30 juin, ça n'a pas été vraiment la joie. On n'a pas vu vraiment la joie. On a vu que les gens avaient certains stress un tout petit peu, même ceux qui ne sont pas auprès de la Mouka. Je dirais que la déception a même commencé pour ceux qui sont dans l'IDPS, même pour ceux qui sont sur FCC. Moi, je ne parle pas ici étant quelqu'un qui parle au nom d'un parti politique ou d'une plateforme, mais je parle étant une personne indépendante, comme étant un nationaliste. Je dirais que ce n'est pas quelque chose à encourager. On a vu qu'il n'y avait presque rien. Pourquoi? Vous allez constater avec moi que nous avons d'abord une crise économique, que beaucoup de gens essayent de nous enlever cela en tête.
Mais pourtant, c'est un problème très sérieux qui est dans notre pays. Aujourd'hui, je pourrais passer aussi l'info à notre chers téléspectateurs qui nous sont en ce moment. Au niveau des investisseurs qui sont au niveau de différentes provinces, qui investissaient sur les mines, sur les matières premières, et désormais, ils relancent. En fait, ils sont en train maintenant de retirer leurs fonds, n'est-ce pas, pour mettre dans la crypto-monnaie. Mais au moment où la technologie avance, nous nous concentrons sur des futilités. Pourtant, au moins le 30 juin, c'était au moins une journée qu'on devrait fêter, on devrait être dans la joie, commémorer ces grands luttes qu'on a toujours menés, mais malheureusement, il y a certains XY qui sont là pour nous foncer. Et moi, je dirais que les systèmes, en quelque sorte, il y a pas mal de gens qui ont de mauvaises foi, qui ne veulent pas que le Congo avoir son propre histoire. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est que l'extérieur a pris le pouvoir parce que nous-mêmes, nous sommes incapables de se lever et de dire non, parce que ce qu'on est en train d'essayer, c'est on essaie de nier l'histoire. Or, nier l'histoire, c'est tenter de les effacer. Effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. Or, nos vieux qui sont là, ils devaient être à mesure de comprendre leurs responsabilités. C'est un peu ça le gros souci. Je dirais que le moment où, en fait, la façon dont le monde évolue, actuellement, nous avons un très très grand problème. Mais moi, je peux que présenter mon regret par rapport aux journées du 30 juin. Ça n'a pas été quelque chose de bien. Et pourtant, nous étant compatriotes, nous étant le Congolais, on devrait se réjouir, parler autour d'une même table et par rapport à ces grands luttes que nos pères ont menés. Mais malheureusement, tout ce que nos pères ont mené, comme s'ils ont travaillé en vain. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient censés les remplacer, eh ben, ces gens, ils voient que leur intérêt, ils voient que leur poche. Aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé. J'ai bel et bien aimé l'initiative du chef de l'État. Avant le 30 juin, il a initié les hommes des dieux pour faire la prière. L'initiative était bien, mais l'expertise de ces hommes des dieux n'était pas à la hauteur parce que je comprends que ces gens-là ne savaient pas la responsabilité qu'ils avaient comme étant des hommes des dieux. Ils ont très mal joué les sacerdoces et je crois même que ces gens n'étaient pas à la hauteur de faire ça. Et je crois que le problème a été un peu longtemps. C'est-à-dire qu'on a très mal commencé et ça fera que vous allez remarquer, vous allez être content avec moi, dans des jours à venir, si on ne veille pas, si on n'essaie pas de recadrer les choses, vous allez vous remarquer, vous allez vous rendre compte qu'il y aura toujours de mauvaises actions qui vont venir après. Pourquoi? Parce que le pays va très mal, on doit en parler, on doit le dire. Et moi j'ai aimé l'initiative des chefs de l'État, mais les gens qui ont géré les sacerdoces n'étaient pas à la hauteur. Vous allez vous rendre compte que les grands hommes de Dieu de ces pays n'y étaient même pas. Mais beaucoup de gens ne se sont pas posé la question. C'est vrai, l'initiative était bien, mais qui ont géré les sacerdoces? Et je crois que pour moi, je pourrais présenter que le sentiment de regret pour le 30 juin, mais voilà un peu, s'il faut parler par rapport à mon point de vue, par rapport à mes analyses. Ok, d'accord. D'abord, très chers téléspectateurs, je crois que pour vous, c'est un bénéfice aujourd'hui. Nous aurons un autre son de cloche que le mien seulement. J'ai déjà eu à parler sur cette journée de dédicace du pays à Dieu. Bon, je l'avais parlé, déjà je ne voulais pas faire trop de la politique religieuse, mais aujourd'hui, bon, comme aussi M. Esdras a essayé de parler de cela, on verra comment le glisser à un certain moment. Mais continuons d'abord sur le 30 juin. Bon, je ne veux pas qu'on reste seulement sur le 30 juin en tant que la journée du hier. J'ai besoin que nous réfléchissions sur le 30 juin comme l'indépendance. Les pères de l'indépendance, comme M. Esdras vous l'avez dit, c'est-à-dire ont voulu quelque chose. En se battant pour cette indépendance, ils ont voulu quelque chose. Ils ont voulu que nous soyons responsables de notre pays. Ils ont voulu que nous soyons responsables de l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos arrière-arrière-enfants. Mais aujourd'hui, nous avons d'abord passé 59 ans. C'est sûr, je ne sais pas ce qui sera votre avis, on parlera quand même. Moi, jusque-là, je vois que l'alternance est un bénéfice. Ce qui est sûr, c'est un bénéfice, surtout inédit. On n'a jamais eu ça avant. Mais parlons d'abord d'avant l'alternance. Est-ce que la manière que le pays a été géré, est-ce qu'on a donné ceux qui ont géré ont donné de l'importance et du crédit qu'il faut à ces combats, à ces valeureux combats de nos pères de l'indépendance? Bon, la réponse est très simple. Je crois qu'ils ont échoué. Je dirais qu'ils ont échoué. Pourquoi? Parce qu'au lieu de continuer le combat que nos pères ont mené et ils ont profité à cause de leur mauvaise foi, ils ont encore, c'est-à-dire qu'ils ont encore fauché
est fauché, est fauché. Et aujourd'hui, le pays va très mal, le pays est presque dans les chaos. Pourquoi? Parce que non seulement ces gens-là ont mal joué, mais ils ont la mauvaise foi. Genre, sur ces points-là, la réponse est claire, ils ont très, très mal joué. Et pourtant, ils ont fustigé, ils ont tellement fustigé. À l'époque, nos pères de l'indépendance fustigeaient les traitements de Belges, tout ça. C'est-à-dire, ils traitaient la population mal, ils les frappaient pour chaque travail. Mais bizarrement, nous avons vu, après l'indépendance, il y avait aussi les régimes s'est comporté de la même façon face à la population. La population, quand ils réclamaient ce qu'ils veulent, on les tuait, on les frappait. Bon, ça c'était... Comment est-ce qu'on a pu encore tomber dans la même chose que nous-mêmes, nous sommes battus pour éradiquer? Voilà. Et voilà, moi, ce que je dirais, eh ben, il faudra que la jeunesse prenne conscience de toutes ces choses. Parce qu'en fait, c'est vu de tous. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Tous ces vieux-là doivent être éradiqués. Tous ces vieux-là qui sont dans les systèmes, ils doivent normalement être déplacés. Et moi, à mon humble avis, je dirais qu'on doit créer, s'il faut, une cellule ou un département. Mettre tous ces vieux-là qui ont échoué, leur mettre, par exemple, en termes d'expérience, en termes de ce qu'ils ont connu avant nous, pour être là, l'orientation en termes de conseils. Ils doivent laisser la place aux jeunes. La jeunesse congolaise doit se retrouver dans le système pour apporter certaines innovations. Aujourd'hui, je vous dis que les jeunes au Congo ne se retrouvent pas. C'est-à-dire que nous sommes bafoués, nous ne sommes pas considérés. Et je dirais que nous n'existons même pas. Dans des pays extérieurs, vous allez remarquer que même il y a des chômeurs qui sont payés. Mais nous, ici, les chômeurs ne sont pas payés. C'est-à-dire, en quelque sorte, que nous sommes tellement sur 100%, je dirais 89% des jeunes qui sont en chômage. Mais ils ne sont pas payés. C'est-à-dire que nous n'existons même pas. D'ailleurs, en parlant de ça, prenons même ce 30 juin, donnons cette indépendance totale à la jeunesse. Que ce soit la jeunesse qui s'approprie de ces 30 juin pour prendre le pays. Mais cette jeunesse, bizarrement, on remarque que cette jeunesse encore est d'une certaine manière. On a donné à la jeunesse l'occasion plus de courir derrière les futilités et surtout laisser les vraies questions. Aujourd'hui, la jeunesse est beaucoup plus dans l'ambiance, la jeunesse est beaucoup plus dans des futilités et la jeunesse est beaucoup plus surtout, nous, avec ces réseaux sociaux, on préfère bien se réveiller un bon matin, insulter X ou Y personne, se réveiller un bon matin, inventer une information qui ne cadre avec rien, se réveiller un bon matin, créer même des inquiétudes autour de la gestion du pays qui ne cadrent même pas avec la Constitution et beaucoup de jeunes même au-delà de leurs droits même. Beaucoup de jeunes ignorent même leurs droits. Ils pensent que quand on parle de droits en question, ils oublient même que même droit à l'eau et à l'électricité est écrit dans la Constitution. Voilà. Mais les jeunes ne revendiquent pas de vraies choses et les jeunes restent sur des futilités. Mais maintenant, comment cette jeunesse, vous pouvez, au moins de votre côté, comment est-ce que vous pouvez responsabiliser cette jeunesse pour comprendre l'essence de l'indépendance dans ce pays? Voilà, en fait, merci beaucoup pour votre question. Moi, je dirais clairement que les problèmes... Surtout que nous savons que vous êtes vous-même parmi des entrepreneurs et des nouveaux leaders au niveau de cette génération de la jeunesse. Effectivement, je dirais que le problème, moi, je remets le tort aux vieux et aux parents. Pourquoi? Parce que déjà, dès le départ, c'est eux qui ont très mal joué. Imagine que vous avez les enfants dans votre maison et que vos enfants n'arrivent pas à être polis, n'arrivent pas à refléter ce que vous êtes. Parce que vous, d'abord, vous n'étiez pas à mesure ou vous n'étiez pas capable de leur ramener votre philosophie. C'est-à-dire que nos parents, ils ont été incapables de refléter ce qu'ils sont pour nous. C'est-à-dire que nous avons copié tout d'eux, en fait. C'est ça les problèmes. Les problèmes n'est pas vraiment de la jeunesse. C'est vrai, aujourd'hui, il y a une très bonne partie de la jeunesse qui se sont focalisés dans des futilités, dans l'ambiance, dans l'alcool. Même il y en a nombreux qui sont devenus koulouna, tout ça, oui, je l'admets. Mais j'ai dit qu'il y a aussi des jeunes qui réfléchissent. Je donne l'exemple de mon cas. Je connais des milliers de jeunes qui sont entrepreneurs dans ces pays. Moi qui vous parle, j'encadre les leaders entrepreneurs. J'ai un groupe WhatsApp que j'ai réuni des leaders entrepreneurs qui n'ont pas de fonds, qui n'ont pas de capacités, pour qu'ensemble, on puisse, n'est-ce pas, être à la hauteur, être en mesure de faire quelque chose. Pourquoi j'ai l'idée de réunir ces jeunes entrepreneurs? Parce que déjà, dès le départ, nos pères ont été capables de nous encourager, de nous accompagner. J'ai eu à travailler avec OPEC. Vous pouvez imaginer Office des promotions des petites et moyennes entreprises. C'est une plateforme qui est là pour financer les projets des jeunes entrepreneurs. Mais combien de jeunes Congolais sont financés? Pourtant, moi, j'ai l'opportunité et la chance de travailler avec OPEC. On a défendu le projet dans de Venise, pas mal de salles, mais combien de jeunes sont financés? C'est-à-dire qu'au-delà de jeunes qui ne réfléchissent pas, il y a quand même aussi
aussi une bonne partie des jeunes conscients qui s'élèvent. Par exemple, là, j'ai plus de 500 personnes, les leaders entrepreneurs que j'encadre. Mais le problème est que nous n'avons pas de financement. Ces jeunes ont de quoi à montrer dans ces pays. Les jeunes, ils ont des initiatives. Mais qu'est-ce que l'État fait pour les jeunes entrepreneurs congolais? Aujourd'hui, je vous ai dit, les investisseurs quittent maintenant Katanga et d'autres provinces. Ils prennent leur argent pour investir dans la crypto-monnaie. Mais je ne pense pas que nos leaders politiques connaissent même la crypto-monnaie. Or, c'est une technologie, il y a une vitesse technologique qui arrive. Déjà en 2009, on parlait déjà des crypto-monnaies. Mais ici au Congo, ils sont combien qui savent ces choses? C'est-à-dire que le pays va très mal. Moi, je remets les torts aux parents. Je leur remets les torts parce qu'ils ont très mal éduqué les enfants et ils ont très mal géré le pays. Et sur ce, il faudra qu'ils soient conscients. Ils soient conscients en fait, avec les responsabilités qu'ils ont pour répondre aux critères. Mais moi, je crois que les jeunes sont là. Les jeunes doivent être conscients. Et moi, ce que je pourrais suggérer est que le père, les acteurs politiques, le vieux qui ont travaillé depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien foutu dans ces pays. On en a marre de ces gens. Il faudra remplacer tous ces gens, si possible, leur trouver un département, peut-être du conseil, de l'orientation. Mais laisser au moins les jeunes l'opportunité et la chance d'être dans le système et venir avec les initiatives nouvelles. C'est ça le problème dans ces pays. Et d'ailleurs, si je vois bien, si on réfléchit bien, même cette indépendance n'a pas été arrachée par les vieux. Parce que Lumumba à l'époque n'avait que 36 ans. C'était par les jeunes que l'indépendance a été même arrachée. Et voire même le président Kassavou n'était pas, je sais pas, il n'avait pas 50 ans encore. Donc on remarque que l'indépendance a été arrachée en réalité par des jeunes, mais après détruit par des vieux, puisqu'ils ne veulent pas quitter aujourd'hui. Dans toutes les entreprises, on voit que les entreprises ont vieilli. Personne ne veut aller en retraite, personne ne veut libérer d'espace, surtout, on n'attaquerait pas personnellement, mais même voyant à la RTNC, il y a tellement de jeunes aujourd'hui avec la technologie, la nouvelle technologie dont vous parlez, il y a cette initiative nouvelle. Des nouvelles générations de technologies. Mais par contre, ces vieux-là ne savent pas les utiliser, mais ils ne veulent pas aussi que les jeunes viennent avec cette expertise. Donc là, je crois que vous avez vraiment raison de parler de cela. Maintenant, sur l'attitude à adopter pour un jour comme le 30 juin, l'attitude à adopter, trouviez-vous que c'était opportun de faire une marche pour revendiquer le pouvoir ce 30 juin-là? Et par là, on va entrer dans le sujet de voir un peu les décisions qui ont été prises pour empêcher ces manifestations. D'abord, trouvez-vous opportun ces genres d'attitude de se battre à un tel jour où on devait penser à cette indépendance? Bon, je crois que ce n'était pas vraiment trop évident, bien que cette marche a été importante, mais pas pour le 30 juin. Parce que le 30 juin, ça devrait normalement être consacré pour la victoire. Parce que c'est une journée consacrée de la souffrance que nos pères ont subi pour nous. On devrait normalement réfléchir, parler un peu de ces journées d'indépendance et on devrait fêter. Normalement, il devrait y avoir la fête. Mais par rapport à la marche, je crois que ce n'était pas vraiment une bonne idée. C'était pas vraiment une bonne idée. Ah, donc là, ça, déjà, nous comprenons. Alors là, nous comprenons presque la décision disons que de l'exécutif provincial de dire que non, s'il vous plaît, ces jours-là, essayons un peu de réfléchir, essayons de méditer comme l'a demandé les présidents, au lieu de nous battre ces jours-là. Ce n'est pas les jours où on devait même tirer un seul coup de gaz lacrymogène. Voilà, effectivement, mais malheureusement, ce qu'il y a eu un tout petit peu, parce qu'il y a quand même des gens qui ont marché. Et bon, je ne suis pas de l'IDPS, non plus de FCC ou de la Mouka, moi je suis nationaliste, tout court, mais je dirais que ce n'était pas vraiment très bon. Ça n'a pas donné une très bonne impression ce jour-là, parce qu'il y a eu quand même des soldats, il y a eu quand même quelques désordres qui s'est fait, et puis on a constaté qu'il n'y avait pas aussi la fête en fait. Les gens n'ont pas fêté. Là aussi, il y a un autre facteur qui intervient. Parce que pourquoi les gens n'ont pas aussi fêté? Parce qu'il y a un problème, nous avons une crise économique, que beaucoup de gens semblent bafouer, mais ce qui est vrai. Et je crois que si nous continuons avec cette allure en 2021-2022, on parlera du chaos ici en RDC. Parce qu'on doit réfléchir aussi par rapport à cela. Mais je crois qu'il y a eu certains ministères qui ont fêté. Il y a eu en fait pas beaucoup de gens. Quelques individus, quelques organismes qui ont fêté, mais ça, c'était pas vraiment quelque chose à encourager, c'était pas très bien, c'était pas très bien. D'ailleurs, ce sont des journées où le gouvernement pouvait normalement louer des grandes salles, mettre aussi des moyens pour que le Congolais fête ensemble avec eux. Il y avait une adresse du président de la République en ce jour-là, pour le 30 juin. Il s'est adressé à la nation. Dans l'adresse,
il a quand même dit quelque part à quel point, dans ces 5 mois, et, disons que même dans la prise de son pouvoir, il ne pourra jamais faire des miracles si tout le monde ne s'impliquait pas. Et qu'il invitait beaucoup plus le peuple en général de s'impliquer à ce changement qu'il veut tellement radical que ça vienne totalement rompre avec le passé et aller vers de l'avant, mais par le changement de mentalité. Comment vous voyez, comment on peut accompagner la mentalité du Congolais? Qu'est-ce qui ne va pas dans la mentalité du Congolais? Donc, dans la mentalité du Congolais, ce qui est vrai qu'on nous a adopté une autre identité dès le départ. C'est ça ce que le système a fait de nous. C'est-à-dire qu'on a mis dans la tête du Congolais qu'il est moins que rien. Donc, on a essayé de dire aux Congolais, tu vaux rien. Et vous allez vous remarquer, ici au Congo, on donne plus de privilèges aux étrangers qu'aux Congolais. Et qu'est-ce qui se passe? Comment voulez-vous que nous, on commence à changer au moment où les systèmes ne veulent pas changer? Je donne un exemple, il y a un président, soit il y a un PDG qui est congolais, ou soit il y a un DG qui est congolais. Il traite avec un Libanais ou avec un étranger. Alors déjà, si moi je suis dans cette entreprise-là, je vois ces Libanais venir corrompre mon chef, alors déjà, dans la bouche de mon chef dit que, en tout cas, laisse-lui, je le connais, ça c'est un frère à moi. Mais pourtant, je sais que le DG, c'est un Congolais. Il traite avec un Libanais qui vient corrompre et moi, je vais clarifier les choses. Mon chef me dit que laisse-là, c'est un frère à moi. Alors, que voulez-vous que moi je fasse à mon tour? Donc, dans mon tour, je pourrais suivre ce que mon chef a fait. Donc, du coup, c'est ça qu'on essaie de mettre dans notre tête, en fait. Les Congolais, dans le changement de la mentalité, ça, c'est un grand travail et ça, je l'admets. On doit s'y mettre, on doit mettre des systèmes. Même, je crois que dans des pays extérieurs, aujourd'hui, ils ont quelques systèmes qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire qu'une fois on a mis une poubelle et que tu n'arrives pas à jeter quelque chose que tu avais dans la poubelle, que tu jettes ça par terre, tu es en prison. On devrait avoir ce genre de choses. Même plus loin, mettre des lois dans la Constitution qui va permettre à ce qu'une personne, un individu ne peut pas maudire son pays. Mais en fait, nous ici, combien de gens maudissent le pays du jour au lendemain? Quelqu'un peut se réveiller un bon matin et dire que ce pays vraiment est maudit. Moi, je crois que l'RDC ne changera jamais. En fait, ce sont ces paroles-là. Moi, je crois que même au niveau de paroles des gens, on devrait mettre quelques lois par rapport à cela. Quelqu'un va dire quelque chose de mauvais dans sa nation, on lui arrête. On lui arrête parce que si nous revenons dans le texte biblique, c'est clair. La malédiction, la bénédiction vient au pouvoir de la langue. C'est-à-dire la parole a un pouvoir. Moi, je crois qu'on doit mettre de lois. Pour changer la mentalité des gens, il faudra mettre de lois qui va toucher le comportement de personnes ou les caractères. Parce que nous devons comprendre que le comportement, c'est autre chose, le caractère, c'est autre chose. Maintenant, pour changer quelqu'un, une chose qu'on lui avait déjà inculquée dès les bas âges, je crois qu'il faudra faire de ça une loi. En tout cas, ce que j'ai tiré encore de très bon, c'est ces niveaux, c'est cette pensée que vous avez sortie c'est-à-dire d'institutionnaliser ces changements de mentalité. Voilà. Qu'on mette un peu de structure en place. Voilà. Par exemple, sur ce que vous avez dit, quelqu'un qui maudit son pays, nous voyons des gens, notre équipe nationale, à cause des considérations politiques, notre équipe nationale joue, il veut que ça perde, quoi. Voilà. Parce qu'il n'est pas d'un bord politique, il s'est dit, si ça réussit, ce bord politique va être content. Voilà. Au lieu que ce ne soit pas bord politique, que c'est l'équipe nationale qui joue. En fait. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Quelle attitude. Oui, donc je crois qu'à ces niveaux-là, les choses pourraient changer. Parce que moi, je ne trouve pas ça normal, se réveiller d'être mal. Tu es aussi responsable parce que tu as contribué. Contribuer dans le mal ou dans le chaos d'un système, c'est pas seulement de passer à l'acte ou de tuer quelqu'un ou de lancer une pierre, mais du fait de dire aussi des mauvaises choses. Je crois qu'on doit mettre des lois bien précises par rapport à nos comportements, qui touchent nos comportements et nos caractères. C'est-à-dire que pour changer la mentalité des gens, on doit mettre un système qui va toucher nos comportements, parce que le changement de mentalité consiste en nos comportements et à nos caractères. Donc mettre des éléments qui pourraient, n'est-ce pas, redresser ces branches qui semblent être déjà courbées. Ok, en tout cas, pour aujourd'hui, nous avons assez parlé de notre 30 juin. C'était très important de parler de cette indépendance, puisque nous sommes les pères de l'indépendance, et surtout que je souligne toujours que c'était les jeunes. Voilà. Les jeunes, là,
qui sont des pères d'indépendance, qui se sont battus, ils avaient une vision. Comme aujourd'hui, les jeunes ont toujours la vision. Les jeunes veulent changer les choses, mais sauf que ils sont maintenant un peu, ils sont ombrés, ils sont, c'est-à-dire étouffés par cette génération qui ne veut pas admettre qu'ils ont vieilli. Voilà. C'est ça le problème, puisque à l'époque, quand c'était ces jeunes-là, je ne pense pas que quand ces jeunes-là de trentaine d'années, de 34, 35, de 33 même, de Lumumba, défiaient les Belges, il y avait aussi des vieux à l'époque. Voilà. Mais ces vieux-là, ils s'étaient cachés parce que c'était d'abord un combat qui exposait entre la vie et la mort. Maintenant que les jeunes ont obtenu l'indépendance, aujourd'hui on ne veut plus que la jeunesse gère, on trouve la jeunesse, c'est-à-dire, oh non, ils n'ont pas assez d'expérience pour gérer le pays, mais ils ont eu assez d'expérience pour libérer le pays. Donc, de ce côté-là, pour conclure sur ce sujet de 30 juin, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Que ces papas arrêtent de prendre les jeunes comme des personnes manquant d'expérience pour gérer le pays pendant qu'ils savent que ce sont les jeunes là qui ont arraché cette indépendance. Oui, effectivement. Sur ce, moi, je crois que ce que je pourrais adresser, c'est que les vieux doivent admettre leur échec. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas admettre l'échec. Ils sont en train de nier l'histoire. Or, nier l'histoire, c'est tenter de les effacer. Effacer l'histoire, c'est refuser qu'on la répare. C'est ça le problème. Ils doivent comprendre qu'ils ont échoué, l'admettre l'échec et anticiper le cause pour qu'on essaie d'évoluer. C'est en admettant l'erreur qu'on essaie de réparer. Moi, je crois que c'est ça. Ils doivent avoir le courage de dire oui, nous, on a échoué. Et ce qu'on a essayé de faire, on a très mal joué le rôle. Et cette fois-ci, partant de ces décisions ou de cette acceptation que les jeunes pourraient avoir place dans ces pays et puis essayer d'évoluer et de travailler. Ok, je crois que c'était vraiment assez pour notre 30 juin. Nous avons assez parlé de notre 30 juin et aujourd'hui le numéro était consacré sur ce 30 juin. Nous reviendrons sur beaucoup plus des sujets d'actualité, mais on ne peut pas se quitter pour donner au moins l'occasion. Nous avons devant nous quelqu'un qui aide la jeunesse à se réveiller de ce côté-là, et qui aussi œuvre dans beaucoup de secteurs sur la dynamisation de la jeunesse, sur leur indépendance réelle économique, même d'entrepreneuriat. Alors on va essayer de voir juste en quelques minutes un peu, on avait promis de parler en quelques minutes aussi de la prière, puisque vous avez sorti quelque chose concernant l'échec, disons, l'attitude, ou disons, la manière que le sacerdoce a été géré en ce jour-là. Bon, avant, on parle de cela, vous parlez de ça encore en une minute pour nous confirmer un peu comment est-ce que vous vouliez normalement que ce jour-là de dédicace de la RDC à Dieu déjà, c'était une bonne chose comme vous l'avez dit, puisque ce pays n'a pas été maudit que par notre population qui chaque jour disait ce pays Mboke bon a toujours été, mais c'était aussi maudit d'un certain côté par ceux qui géraient les pays qui tout le temps s'est lancé dans des francs-maçonneries. Bon, on sait bien que chacun a sa croyance religieuse, il en a le droit. Pour vous, personnellement, c'est bon, mais dédier tout un pays dans votre histoire à vous, là, ça devient trop compliqué. Mais ok, dans ces pays, ça a été fait. Notre ancien ministre Sakombi avait avoué à quel point le président Mobutu, je ne sais pas, buvait les sangs ou faisait notre quoi, polluer notre pays comme ça. Et on a vu aussi dans les régimes passés, on a vu vraiment que les jeunes se sont livrés dans l'homosexualité intense, tout ça. Bon, donc, cette opportunité-là, comment vous vouliez que ça se passe, comme vous avez dit aussi, les grandes figures de grandes figures spirituelles n'ont pas été là. Bon, j'avais suivi même ceux de côté du pasteur l'évêque ou l'archevêque Kankenza qui disait qu'il n'a été qu'informé, mais les invitations on ne lui a pas fait parvenir. D'autres se disaient, ce pasteur-là est kabyliste, est pasteur. Est-ce qu'on peut dire de son confrère ou de son père pasteur, il est kabyliste et tout ça, Kabila avait investi des gens comme pasteur, on n'en sait rien. Voilà. Dites-nous un peu, pourtant les chefs de l'État, on remarque que lui, il veut l'unité. Mais comment les pasteurs qu'il responsabilise pour cette chose arrivent à diviser autant les gens, tout ça? Donc, quelle attitude vouliez-vous que ça soit, que voyez-vous
être adopté normalement dans cette manifestation. Effectivement, par rapport à ce que vous avez dit, je crois que je loue d'abord l'initiative de chef de l'État. L'initiative est tellement louable parce que c'est quelque chose qui est très bien de vouloir consulter Dieu. Mais je crois que dans chaque chose, la leadership a plusieurs dimensions. Le président de la République, M. Félix Tshisekedi, que je salue en passant, je ne cesse pas d'encourager l'acte et l'initiative. Parce que lui, c'est un leader, il est en train de chapeauter le pays, mais je crois que le leadership a plusieurs dimensions. Lorsque le président de la République il vient dans une église, maintenant c'est le pasteur qui chapeaute parce que c'est le pasteur qui est le leader dans une église. Et lorsqu'il y a un père qui sort de la maison, il est leader chez lui parce qu'il y a ses enfants. Et moi, je crois que les problèmes s'est passé dans ces niveaux-là. Et les gens qui ont fait le sacerdoce, il y avait un petit problème. Lorsque le président a lancé l'initiative, ces hommes dédiés devraient d'abord chercher Dieu, venir avec un message. Ces gens n'ont pas eu le temps de chercher Dieu. Quel était le message clé que Dieu avait dit pour la nation, pour ces gens-là? Mais je crois que lorsque le président a lancé l'initiative, les hommes dédiés se sont réunis, et ils se sont dit le 30, le 23, nous irons faire un service. Surtout qu'il y a les moyens qui ont été mis en place, on a profité du côté des moyens. Voilà, les moyens ont été mis en place. Quel était le message? Est-ce que ces hommes de Dieu se sont déplacés quelque part enfermés comme... Parce qu'en fait, lorsque Dieu veut donner un message, il doit avoir des précisions sur chaque chose. Ils ont donné un verset, c'était sur le chronique, je crois. Tout a été dit là, mais le problème, que la façon que même le verset a été développé, vous allez vous rendre compte qu'ils étaient sortis un peu du sacerdoce pour utiliser ces sentiments-là. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à parler là-dessus, mais vu que nous courons derrière le temps, je dirais que ces gens-là n'étaient pas à l'auteur de chapeauter aussi un très grand charge, comme je vous l'ai dit ici. Donc voilà un peu pour ne pas perdre le temps. Voilà. Ok, l'essentiel au moins ces jours-là, Dieu a entendu la prière au moins du chef de l'État qui au moins a compris que ses prédécesseurs ont tellement fait beaucoup de mal dans ce pays, versé le sang. La vie est sacrée dans la Bible et verser le sang de plusieurs Congolais pour conserver le pouvoir a été l'acte de maudire aussi le pays. Voilà. Alors le chef de l'État demandant pardon pour ses prédécesseurs, c'était nécessaire puisqu'il doit endosser cette responsabilité puisque eux tous sont présidents. Les prédécesseurs étaient présidents, vous si vous êtes président, vous ne pouvez pas vous soustraire à vous dire que c'était pas moi qui l'avais fait. Non, il doit endosser cela, c'est la continuité de l'État. Dieu a écouté au moins notre pardon. Et au niveau de l'organisation, nos pasteurs, arrêtez d'abord vos haines personnelles et surtout que c'est pas encore pour vous la haine. Vous qui tenez encore la parole de la Bible, vous ne devez pas avoir l'esprit de la division d'abord. Et au-delà de ça, maintenant, nous allons chuter à savoir un peu sur notre frère Esdras. D'abord, dites-nous au moins, pour chuter, on aura au moins quelques minutes à parler seulement de cela. Vous nous parlez de ce que vous faites avec la jeunesse. Comment encadrez-vous la jeunesse et quelles sont les initiatives que vous prenez pour donner notre pays ces nouveaux souffles que le chef de l'État veut aussi? Oui, merci beaucoup. Nous, on a compris qu'on devrait s'en prendre en charge. Quand notre papa... notre héros qui disait prenez-vous en charge. C'était une façon aussi de dire ce n'est pas en sortant de la rue, ce n'est pas en se manifestant qu'on devrait s'en prendre en charge. On devrait se mettre un moment autour d'une même table, réfléchir, donner des initiatives qui pourraient changer notre communauté. Malheureusement, on a fait tant de démarches avec les différents ministères pour être accompagnés et là, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas été accompagnés. Mais on a dit au moins, même si le gouvernement ne nous accompagne pas, nous on pourrait faire quelque chose. Alors, sur base de ces critères-là, j'ai essayé de réunir les jeunes entrepreneurs, les leaders entrepreneurs qui ont des projets, qui ont des capacités, qui ont des expertises, malheureusement qui n'ont pas l'accompagnement financier. On a dit que si on n'avait pas de millions, si on n'avait pas de milliards, mais on pouvait avoir quelque chose à dire, ce qui est essentiel, ce qui est primordial. Alors j'ai réuni les jeunes, chacun va dire ce qu'il veut faire, question de réaliser son rêve, on va faire l'auto-prise en charge et actuellement on essaie de travailler avec les différentes banques en collaboration, n'est-ce pas, pour réaliser les différents rêves. Alors dans cette plateforme, je voulais dire, je parle plus de Yahweh Makashaba. Ça, c'est une structure que j'ai mis en place pour financer le projet des jeunes. Donc Yahweh Makashaba, Yahweh c'est en hébreu qui veut dire Aya en français exister. Makashaba veut dire projet en hébreu. C'est une façon de motiver les gens, dire que votre projet doit être réalisé. Alors sur ce, nous prêchons, nous parlons plus de l'éducation financière et nous enseignons les gens l'avenir et le futur. Même les gens qui sont dans la présidence, même les gens qui sont dans la politique, beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils n'ont pas compris
compris c'est quoi l'avenir et c'est quoi le futur. C'est ça la clé de l'échec ou de la réussite. Alors, nous expliquons largement l'avenir, le futur. Beaucoup de gens disent que moi, je me bats pour mon avenir. Tu attendras d'autres dire je me bats pour mon futur. Alors, à un certain moment, on devrait comprendre qu'il y a une très grande différence. L'avenir, c'est ce que Dieu a prédit avant la fondation du monde. Le futur dépend de la personne. Et comment comprendre ton futur dans l'avenir de Dieu. Et c'est ça ce qu'on essaie de dire aux gens et en même temps essayer de s'en prendre en charge. On peut se réunir 10, 15 entrepreneurs, tout le monde a un projet mais il n'y a pas le financement. Mais si ton projet coûte $2000, c'est vrai que tu manques un $2000 pour le financement. Si tu manques un $2000, tu ne manqueras pas un $100. Si tu manques un $100, tu ne manqueras pas un 50 ou un 10 ou 20 $. Après, pendant que tu t'habilles, tu mets le crédit, tu te payes quand même le transport. C'est avec ces minimums qu'on va essayer de financer ton projet. Si on en nomme de 5, ton projet, on en nomme de 10, 15, celle ton projet coûte $5000, on va faire l'autofinancement. C'est-à-dire que nous tous, on va défendre nos projets. En défendant nos projets, on va, n'est-ce pas, classer ça selon l'ordre hiérarchie. Alors, selon l'ordre hiérarchie, c'est alors que le projet sera financé. Et par l'autofinancement. Et on fera l'autofinancement juste une seule fois dans la vie. Parce que si on nomme de 20 jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire il y a 20 projets, on va classer les meilleurs projets, les premiers meilleurs projets qui vont être financés. Et le premier projet donnera naissance au deuxième et ainsi de suite. Le deuxième donnera naissance au troisième, ainsi de suite. C'est dans ce sens qu'on essaie d'évoluer et directement, la banque trouve intéressant notre plateforme. On essaie de travailler en collaboration avec les différentes banques pour, n'est-ce pas, donner d'autres initiatives parce que les banques veulent que les abonnés soient plus dans les réseaux. Et nous, on a des systèmes pour faire en sorte que la banque reçoive plus les abonnés et en faisant ces services, la banque peut nous accompagner dans nos marches, dans nos projets, machin. Donc je crois que ce qui est primordial, je pourrais dire, c'est ça. Mais moi, personnellement, je suis sur plusieurs secteurs. Je suis dans l'organisation et la coordination des affaires. Je suis un jeune entrepreneur, j'entreprends sur plusieurs secteurs et en général en multimédia. Je suis coach de l'entreprise et du développement personnel. Voilà un peu ce que je pourrais dire en ce qui me concerne. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que pour notre méditation de 30 juin, c'est ce qu'on voulait. On voulait exactement faire comprendre à quel point nous devons devenir vraiment, réellement indépendants. Et l'indépendance n'est pas seulement cet acte-là que nous avons vécu le 30 juin, mais c'est un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit qu'on devait incarner. Et aujourd'hui, je pense que par notre numéro, vous avez eu le bénéfice de comprendre en long et en large ce que nous nous percevons, comment nous nous percevons notre 30 juin à nous. Alors, bénéficiez de cela aussi de votre côté, poursuivez la méditation, comme nous le disons, n'oubliez pas de vous abonner sur les bas de fil de nos commentaires, laissez aussi vos commentaires, nous pourrons toujours continuer notre discussion à ce niveau-là. Les numéros, mon numéro est toujours là, c'est aussi un WhatsApp, vous pouvez écrire et on trouvera toujours le moyen de vous répondre. Par l'occasion aussi, comme dernier mot, je dirais à M. Esdras de donner aussi son numéro pour ceux qui voudront le contacter pour le coaching, pour l'accompagnement, pour les conseils, etc., etc. Ok, merci pour tous ceux-là qui veulent collaborer avec nous. Vous êtes jeunes entrepreneurs, vous êtes en leader, vous n'avez pas le financement, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas un repère. Nous sommes là pour vous accompagner, mais aussi à d'autres structures, à d'autres organismes qui voulaient bien travailler en collaboration avec nous. Nous sommes là, mon numéro c'est plus 243 81 82 00 881. Je répète, plus 243 81 82 00 881. Voilà un peu mon numéro, voilà, c'est disponible 24/24. Merci beaucoup, ça a été un très réel plaisir d'être à côté de M. Arnaud pour ces numéros. C'est vrai que moi je suis plus apolitique, mais j'aime être nationaliste, suivre de près ce qui se passe dans mon pays et j'aime la politique. Merci beaucoup. Et merci beaucoup M. Esdras d'être avec nous et moi, votre serviteur Arnold Casadi de la Génération Consciente. C'est ça ce que j'appelle la Génération Consciente. En fait, arrêtons de nous alarmer tout le temps, de nous plaindre. On peut trouver des solutions même avec rien. Puisque le rien là est déjà quelque chose, quand il y a la vie en tout cas. Alors pour l'instant, on vous laisse, continuez toujours à vous abonner sur notre chaîne et bye bye. En tout cas, merci. Ça c'était ce qu'il fallait. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'étais à la hauteur. Hein, parce que...